nous avons dirigé notre meilleur instrument, le télescope James Webb Space Telescope, vers un objet que nous pensions être une simple comète. Un banal rocher interstellaire, un débris froid qui passe à proximité. Quelques heures plus tard, il est devenu évident que nous nous étions trompés. Les données ne se contredisaient pas seulement entre elles, elles violaient les lois fondamentales de la physique et de la chimie. C'est alors que le protocole d'urgence a été activé. Tout arrêter, oublier la formation des galaxies, parce que quelque chose de bien plus important approchait de nous. L'objet 3I Atlas se trouvait à 6 unités astronomiques du Soleil. C'est déjà l'espace profond, un endroit froid où presque rien ne se passe. À cette distance, toute comète devrait être un bloc de glace mort, dormant et inerte. Mais cet objet était actif. Il émettait du gaz, et ce n'était pas le bon type de gaz. Le rapport était de 8 parts de dioxyde de carbone pour 1 part d'eau. 8 pour 1. La nature ne produit jamais un tel ratio. C'est comme découvrir un arbre qui respirerait de l'azote au lieu de produire de l'oxygène. Tout donnait l'impression non pas d'un processus naturel chaotique, mais d'un échappement contrôlé. Pas de poussière, pas de fragments, seulement du gaz, comme si un moteur fonctionnait. Puis la situation est devenue encore plus étrange. Les spectrographes ont détecté des métaux, du nickel, beaucoup de nickel, un signal fort et net. Mais ce qui brisait réellement le modèle, c'était l'absence totale de fer. 0. Le spectre était parfaitement plat. C'est presque impossible. Dans l'espace, le nickel et le fer naissent ensemble. Dans les étoiles où ces éléments se forment, ils sont inséparables. Leur proportion est presque toujours la même, environ 15 pour 1 en faveur du fer. Toujours. Ici, c'était l'inverse. Le nickel était présent en quantité des dizaines de fois supérieure. Pour obtenir un tel ratio sur Terre, il faudrait une immense usine de recyclage, une énergie colossale et un processus d'affinage intentionnel. Ce n'est plus de la géologie, c'est de la métallurgie. Dans ce contexte, l'objet a commencé à accélérer. Pas sous l'effet du vent solaire, ni de l'évaporation de la glace. Il était trop loin du soleil et trop froid. Il changeait de vitesse par lui-même. En 3 jours, sa vitesse a augmenté de 0,12 mètres par seconde. Pour un objet de la taille d'une ville, c'est une poussée énorme. L'accélération était irrégulière, de brèves impulsions tremblantes, comme si quelque chose s'allumait puis s'éteignait à l'intérieur. Mais le point final a été sa courbe de luminosité. Toutes les 7,2 heures, l'objet devenait plus brillant. Parfaitement. Avec une précision d'horloge. Ce n'était pas la rotation désordonnée d'un caillou. C'était un signal. Un battement mécanique qui ne se déréglait pas, même lorsque l'objet éjectait du gaz et changeait de vitesse. Il maintenait le rythme comme un métronome. Comme s'il disait simplement « Je ne suis pas seulement une pierre ». Et ici, la science s'arrête pour laisser place à l'ingénierie. Lorsque toutes les explications naturelles sont éliminées, il ne reste qu'une seule possibilité, aussi improbable soit-elle. 3I. Atlas pourrait être un artefact, une technologie, peut-être un vaisseau mort, le fragment d'une civilisation disparue depuis des milliards d'années. Ou peut-être pas. Peut-être s'agit-il d'une sonde active, un système qui nous observe et ne change pas de trajectoire parce que sa direction n'est pas dictée par la gravité, mais par une volonté extérieure. Nous avons interrompu l'observation de l'univers par NASA
et par le programme du California Institute of Technology et du Massachusetts Institute of Technology, non pas pour une simple comète. Nous avons arrêté l'étude du cosmos parce que, pour la première fois de l'histoire, nous avons sérieusement envisagé que nous observions une machine extraterrestre et qu'elle se dirigeait vers nous. Mais la partie la plus étrange de cette histoire ne vient pas de l'espace. Elle vient de la Terre, des musées, des tombes et des textes anciens qui parlent de fer venu du ciel. Les Égyptiens l'appelaient le métal des dieux. La lame retrouvée dans la tombe de Toutankhamon contient près de 11% de nickel. Pour les forgerons de l'Antiquité, c'était impossible. Une telle structure d'alliage ne pouvait être obtenue avec leurs outils. Pourtant, sa composition correspond parfaitement au métal météoritique. Les scribes babyloniens décrivaient aussi les étoiles tombantes et les pierres enflammées, les associant aux guerres et aux catastrophes. À travers le Proche-Orient ancien apparaissaient des objets d'élite, anneaux, perles, poignards, fabriqués à partir de métaux riches en nickel, plus que n'importe quel minerai terrestre. Des métaux tombés du ciel qui inspiraient à la fois peur et fascination. Et aujourd'hui, en 2026, nous observons à nouveau la même signature. Nickel élevé. Presque aucune trace de fer. Source inconnue. La structure de Widmanstätten, un réseau cristallin qui ne se forme que dans le métal d'origine cosmique, est gravée sur des reliques plus anciennes que les premières villes. C'est pourquoi historiens et physiciens posent pour la première fois une question qui était auparavant considérée comme interdite. Et si ce n'était pas simplement des météorites ? Et si c'était des fragments de quelque chose qui était déjà venu ici auparavant ? Pendant que les scientifiques analysaient les émissions de nickel et de CO2 de 3I Atlas, un chercheur du California Institute of Technology a remarqué un détail inquiétant dans les données thermiques. Dans les motifs du rayonnement infrarouge se cachait un rythme électromagnétique faible mais stable, trop régulier pour être du bruit et trop faible pour être une transmission intentionnelle. On l'a d'abord attribué à une erreur d'instrument, mais lorsque les données ont été converties en domaine audible, une structure répétitive est apparue. Et si nous pouvions l'identifier, cela signifie que quelqu'un d'autre le pourrait aussi. Quelques jours plus tard, des géophysiciens ont commencé à détecter des fluctuations étranges du champ magnétique terrestre. Les stations d'Antarctique, d'Argentine et d'Australie occidentale ont enregistré des impulsions ultra basse fréquence identiques. L'intervalle entre elles était de 7,2 heures, exactement comme la période de variation de luminosité de 3I Atlas. Ces signaux ne correspondaient ni aux tempêtes solaires, ni aux éclairs. Leur source semblait venir non pas de l'atmosphère, mais de profondeur sous la surface de la planète. La Terre réagissait silencieusement, rythmiquement, comme un diapason captant une vibration lointaine. L'hypothèse la plus inquiétante suggérait que certains systèmes géophysiques anciens de la planète pourraient se synchroniser avec un objet traversant le système solaire. Lorsque les astronomes ont recalculé la trajectoire de 3I Atlas, un autre détail est apparu. L'objet ne se contentait pas de suivre l'inertie. Il semblait corriger son cap, contournant les puits gravitationnels avec une précision troublante. Les simulations ingénieriques ressemblaient aux trajectoires optimisées que calcule la NASA pour les missions interplanétaires, avec un taux de correspondance proche de 90%. Cela ne ressemblait pas à une dérive cosmique, mais à une navigation. Pas un mouvement aléatoire, mais une trajectoire qui évoquait l'exécution d'un programme. Et c'est à ce moment qu'il s'est éteint.
à 2,5 unités astronomiques du Soleil, les émissions ont commencé à s'affaiblir. Le nickel a disparu. Le flux de CO2 s'est réduit. La courbe de luminosité s'est stabilisée. En 11 heures, l'objet a complètement cessé de briller. Ce n'était pas un affaiblissement naturel, c'était une désactivation. Les télescopes du monde entier, l'observatoire de Gemini Observatory, celui de Subaru Telescope et les stations infrarouges du Chili ont confirmé la même chose. Le silence est apparu instantanément, comme si une transmission avait été interrompue. Après cela, la trajectoire a changé, presque imperceptiblement, mais de manière fondamentale. Au lieu de s'éloigner vers l'espace profond, l'objet a commencé à dériver vers l'intérieur du système solaire, dans la zone située entre la Terre et Vénus, une région caractérisée par des perturbations gravitationnelles et des interférences satellitaires. 3 radars indépendants ont confirmé la manœuvre. Aucune comète ne se comporte ainsi. Un objet inerte ne corrige pas sa trajectoire après l'arrêt complet des émissions. Parallèlement, une intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology a identifié dans les émissions de nickel et de CO2 une structure complexe, une spirale multidimensionnelle rappelant des motifs biologiques primitifs. Pas de la vie, mais un schéma, comme une graine attendant un environnement favorable. À ce moment-là, un signal radar est revenu, depuis la face cachée de la Lune. 0,23 secondes plus tôt que prévu et avec la même modulation. Les archives ont montré que des signatures similaires avaient été détectées au même endroit lors du passage de Oumuamua en 2017. Le motif s'est répété. Ce n'était plus une comète, c'était un système. Et la Lune, semble-t-il, a répondu. 2 semaines plus tard, les observations du James Webb Space Telescope ont repris. Les anomalies de fond se sont manifestées dans le milieu interstellaire. 7 impulsions, silence, puis à nouveau 7. Toutes les lignes d'observation semblaient traverser la trajectoire de 3I Atlas. Il n'apparaissait plus comme une source, mais comme un élément d'une chaîne, un phare ou un point de référence. Activez les notifications pour ne pas être le dernier à savoir quand le ciel répondra. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que le cosmos est totalement vide. Et dites-nous dans les commentaires si vous pensez que 3I Atlas est un commencement ou la continuation de quelque chose que l'humanité aurait déjà manqué. Et ici surgit inévitablement la question de la foi. Pendant des millénaires, l'homme a regardé le ciel en y voyant des dieux, des signes et une volonté supérieure. Le ciel était la scène des mythes de création, de la fin des temps et de l'intervention divine. Mais que se passe-t-il lorsque cette toile commence à réagir et parle non pas le langage des anges, mais celui du nickel, du dioxyde de carbone et des séquences mathématiques? Pour les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est un défi majeur. Si une civilisation existe capable de construire d'énormes mécanismes interstellaires autonomes, quelle est alors la place de l'être humain? Dans les traditions orientales, le choc serait peut-être moindre. Le bouddhisme et l'hindouisme abordent déjà l'idée de multiples mondes, de cycles de création et de destruction, ainsi que de formes multiples d'intelligence. Cela raviverait aussi inévitablement les théories des anciens astronautes. Le métal d'origine céleste utilisé dans le poignard de Toutankhamon ne serait plus simplement un météorite,
il pourrait être le fragment d'un ancien dispositif. Les mythes des dieux descendant dans des chars de feu commenceraient à être interprétés comme des descriptions déformées d'un contact technologique. Les dieux ne seraient plus des entités surnaturelles, mais des êtres d'une ère technologique que l'homme ancien ne pouvait décrire qu'à travers le langage de la foi. Et peut-être que la conclusion la plus inquiétante n'est pas que nous ayons découvert quelque chose de vivant, mais que nous ayons assisté à l'achèvement d'un processus lancé bien avant l'apparition de l'humanité. Tout ce qui se produira ensuite pourrait faire partie d'un scénario que nous n'avons jamais initié.